Captain Max, lancement du processus d'enregistrement. Go Ninja, go Ninja, go! La loi, c'est moi, et l'ordre! Vous me prenez pour un singe ou quoi? J'avais votre accent. J'éviterai de l'employer. Bonjour à tous, c'est Max et bienvenue pour ce 7ème épisode de mon podcast, le Podmax Comics. Aujourd'hui, épisode un peu spécial puisque je ne vais pas vous parler de plusieurs de mes lectures, mais d'une seule, du nom de Flash Gordon. De sa création à sa toute nouvelle publication française, en passant par l'impact qu'a eu cette licence dans le monde de la pop culture depuis plus de 90 ans, accrochez-vous car on décolle pour la planète Mongo afin de vivre l'une des plus grandes aventures de la science-fiction. Si vous souhaitez me soutenir financièrement pour mon travail de vidéo ou de podcast, il existe deux moyens à votre disposition. Le premier, c'est de me rejoindre sur Tipeee, où vous recevrez des marque-pages Captain Max en contrepartie de vos dons. Et le second, c'est en vous procurant vos comics via mon lien d'affiliation avec la librairie indépendante Comics Zone. N'hésitez donc pas à passer via mon lien disponible en description, mais aussi à ajouter le code MAX, M-A-K-S, afin de recevoir un marque-page personnalisé Captain Max, ainsi qu'un print Spawn signé par Paul Renaud. Mais maintenant que la quête a été faite, je vous laisse entrer dans ce lieu saint consacré à l'univers des comics. Si Flash Gordon est une icône de la pop culture, il est clairement méconnu des gens de ma génération, soit celle des enfants nés à la fin des années 80 ou au début des années 90. Pour ma part, la première fois que j'ai entendu le nom de Flash Gordon, c'était de la bouche de mon paternel, qui mélangeait très certainement mon Flash, de chez DC, et son Flash, fut un temps renommé Guy Leclerc pour la France. Mais j'allais le comprendre en grandissant, si même mon père connaissait ce héros, c'est que le personnage était bien plus populaire aux yeux du monde que je ne pouvais le penser. Mais vous allez très vite comprendre à quel point. Les comics, ou comic strips, ont plus ou moins commencé à exister sous la forme que l'on connaît aujourd'hui depuis la fin du 19e siècle, avec des titres comme Yellow Kids ou Pim Pam Poum. Des petites bandes dessinées publiées dans les journaux, soit à un rythme quotidien, donc chaque jour du lundi au samedi, soit dominical, donc une fois par semaine, le dimanche. Si au départ, les strips étaient principalement comiques, avec des visuels enfantins, par la suite, le média va s'orienter vers un côté plus adulte et plus réaliste, en s'inspirant des magazines de science-fiction populaires. Vous connaissez certainement Tarzan, Conan le Barbare, Zorro, ou bien peut-être même Doc Savage. Eh bien, tous ces derniers furent inventés pour les magazines de pulps, vendus à très bas prix pour divertir les lecteurs avec des histoires variées telles que le fantastique, la fantasy, l'horreur, la romance, le polar, etc. Sauf qu'au début des années 30, c'est la science-fiction qui est à la mode, et la société King Features Syndicate, productrice de textes et de BD pour la presse, a bien l'intention de ne pas louper le train de la hype, et de créer son propre Buck Rogers, série phare de l'époque. C'est alors que le jeune scénariste Alex Draymond est engagé, et après quelques idées refusées par l'entreprise, il s'inspire du pulps When Worlds Collide pour inventer son Flash Gordon en 1934. La série sort alors sous la forme de planches dominicales en couleur qui doit alors se tenir sur une moitié de page, puisqu'elle la partage avec une autre. Mais alors que notre jeune artiste écrit et dessine son nouveau héros, il en invente un nouveau du nom de Jim de la Jungle, afin de profiter du succès de Tarzan, surtout depuis la sortie du film de 1932. Et comme si écrire et illustrer 2 séries par semaine n'était pas suffisant, Raymond en invente une nouvelle, pour une publication quotidienne. Cette fois-ci, Agent Secret X9 sera alors présent dans les journaux du lundi au samedi pour faire patienter les lecteurs qui attendent de lire la suite des aventures de Flash et de Jim chaque dimanche. C'est pourquoi Alex se fait rapidement accompagner par Don Moore au scénario de Flash Gordon, car même s'il s'agit de comics d'une seule page disposant entre 4 et 13 cases, il était difficile de tenir le rythme en ayant toujours de nouvelles idées. Mais le plus incroyable dans tout ça, c'est que Flash Gordon, qui je vous le rappelle a commencé sa publication en 1934, perdurera quasiment chaque dimanche jusqu'en 2003, sans compter les différentes séries quotidiennes, comics et magazines qui verront le jour par la suite. Ce héros sera d'ailleurs très vite adapté au cinéma seulement 2 années après sa première apparition, soit en 1936, dans ce que les Américains appelaient des serials. C'est un film divisé en plusieurs parties d'environ 20 à 30 minutes chacune, diffusé à un rythme hebdomadaire, où chaque partie terminait par un cliffhanger et un petit à suivre afin de faire revenir les spectateurs au cinéma. Le serial était réalisé rapidement avec des petits budgets d'environ 100 000 $. Mais pour Flash Gordon, la production accorda le triple, car elle savait que le public allait se déplacer pour découvrir l'adaptation au cinéma de ce nouveau personnage de comics qui attirait autant les jeunes que les adultes.
Avec un tel succès, Flash Gordon sera considéré comme l'une des BD de SF les plus influentes au monde, que ce soit dans le monde du comics, évidemment, mais aussi de la littérature, ou bien même du cinéma. George Lucas lui-même voulait adapter la licence pour le grand écran dans les années 70, mais n'arrivant pas à obtenir les droits, il va alors créer Star Wars. Après des serials, des séries TV dans les années 50 et un animé à la fin des années 70, un film Flash Gordon sort en 1980, mais ne rencontre pas le succès escompté. Même si c'est pour moi la première vision que j'ai eue du personnage, après avoir vu les bandes annonces dans les cassettes louées au vidéoclub. Mais sinon, pourquoi est-ce que je vous parle tout d'un coup de Flash Gordon? Et surtout, pourquoi est-ce que je me mis à lire des comic strips de 1934? Eh bien, premièrement, car l'histoire de la bande dessinée américaine m'intéresse beaucoup. C'est pourquoi vous avez peut-être remarqué sur Instagram que je me suis lancé il y a quelques temps sur The Phantom de 1936. Et deuxièmement, car l'éditeur Hachette vient tout juste de sortir une collection Flash Gordon afin de publier l'intégralité des planches dominicales du 7 janvier 1934 au 16 mars 2003, pour un total de 60 tomes. Et avec un premier numéro à 2,99€, le second à 6,99€ et les 58 suivants à 13,99€, ça aurait été dommage de ne pas tenter l'aventure ne serait-ce qu'avec un premier tome. C'est pourquoi j'ai demandé un service de presse pour ne pas payer les 4 premiers numéros. Oh, ça va, c'est pas avec ce que je gagne de la production de mes vidéos et de mes podcasts que vous allez me jeter la pierre. Aïe. Bon, j'en plaisante, car on a tendance à penser que les éditions Hachette sont chères, mais en vrai, leur abonnement à 41,97€ pour 3 numéros envoyés toutes les 6 semaines n'est vraiment pas abusif, et même en dessous du prix du marché des comics actuel. C'est sûr que c'est un investissement sur le long terme, mais à 14€ une BD de plus de 150 pages en couleur, avec de la documentation, une traduction VF et un format italien de bonne qualité, ce n'est clairement pas déconnant. Surtout si on compare avec les prix qu'ils affichent chez iComics, avec notamment le 5e numéro de l'intégrale des Tortues Ninja à 35€ les 270 pages. Si c'est vrai que je salue le travail d'Hachette sur la collection Flash Gordon et son prix très modéré, je ne leur dis clairement pas merci pour les tarifs des tortues, car oui, ce sont eux qui ont racheté Brajlon, et donc iComics par la même occasion, comme si nous, fans de Tortues Ninja, ne payions déjà pas assez les fameuses faibles ventes de nos héros à carapace. Bref, maintenant que j'ai dit ce que j'avais à dire sur le sujet, on peut peut-être passer à ce que nous raconte cette série de comics, non? Eh bien, c'est l'histoire de Flash Gordon, évidemment, un jeune homme joueur de polo et diplômé de l'université de Yale, qui, du jour au lendemain, se doit de prendre une fusée pour quitter la Terre avant que celle-ci ne soit percutée par une comète. Il va alors faire la rencontre de la belle Dale Arden, avec qui il va vite vivre une grande histoire d'amour. Mais à peine écrasé sur une planète lointaine, notre héros va alors vivre des aventures rocambolesques, en ayant souvent pour mission de sauver sa princesse. On va alors, tout comme lui, faire la découverte d'un univers très riche, avec tout un tas de planètes, de civilisations, d'aliens, de monstres que nos auteurs vont créer au fil du temps, en essayant au mieux de suivre un fil rouge afin que les lecteurs aient en permanence l'envie et le besoin de continuer à suivre les histoires de notre héros. Pour vous donner mon avis concernant cette lecture, je dois vous avouer que j'étais assez surpris. Déjà parce que je ne m'attendais absolument pas à cet univers, ni à ce rythme, et encore moins à réussir à m'investir autant dans l'intrigue. Je pensais vraiment que c'était beaucoup plus science-fiction que cela, alors qu'on est clairement dans un mélange de médiéval et de space opéra. Flash peut aussi bien se battre en armure avec une épée que de voler à dos d'homme oiseau en tirant avec son pistolet laser. Ensuite, le rythme d'une page égale un chapitre est finalement très bien géré par les auteurs. La coupure n'est pas du tout dérangeante et on enchaîne directement la reprise de l'histoire à la page suivante. Bon, par contre, je vous invite à sauter les cartouches au début de chapitre, qui vous rappellent simplement les événements passés dans le numéro précédent, que contrairement au lecteur de l'époque, vous venez de lire à l'instant, et non pas le dimanche précédent. Sinon, bien évidemment que c'est bavard, que les dessins sont datés, que les récits sont déjà vus, que le côté patriarcat et les pensées sont d'une autre époque, mais il faut savoir remettre l'œuvre dans son contexte. Il est vrai que c'est verbeux, mais avec une publication initiale d'une seule page toutes les semaines, il fallait bien que les lecteurs en aient pour leur argent, et surtout, à l'époque, c'était normal d'ajouter une cartouche quasiment dans chaque case pour décrire ce que font les personnages, en plus des bulles de dialogue. De plus, le rythme s'accélère pas mal au fil de la lecture, car les scénaristes ont fait le choix de diminuer le nombre de cases, passant de 13 des débuts à seulement 4 ou 8 par la suite. Il ne faut pas oublier non plus que ça date de bientôt 100 ans, et qu'à l'époque, tout était encore à faire du côté de la science-fiction. Et si Superman porte une cape, si Hawkman vole de ses propres ailes, si les Cosmocats et bien d'autres personnages existent aujourd'hui, c'est sans aucun doute grâce à des titres comme Flash Gordon. Donc oui, aujourd'hui, la majorité des récits que l'on voit dans ces bouquins paraissent peu inspirés, et pourtant, à l'époque, c'était des choses totalement nouvelles.
Aussi, du côté des dessins, bien que datés, ils sont loin d'être grotesques, je dirais même plutôt jolis, bien qu'assez peu dynamiques, il faut l'avouer. Donc oui, on sent que ça a pris de l'âge, mais c'est tout à fait accessible en 2024, surtout si vous êtes curieux et que vous avez envie d'en savoir plus sur tout un pan de la pop culture, des comics et de son évolution. Flash Gordon fait inéluctablement partie des strips à découvrir et à lire au moins une fois dans sa vie. Et bien voilà, j'espère que cet épisode un peu spécial et exclusivement réservé à Flash Gordon vous aura plu. Si j'ai décidé de ne pas parler de mes autres lectures, ce n'est pas pour une histoire de placement de produits ou de demande de l'éditeur, mais simplement par choix, étant donné que j'avais pas mal de choses à dire sur le sujet et que je me voyais mal enchaîner avec de courts paragraphes sur les autres lectures. Je préfère leur laisser un peu plus de place lors d'un podcast suivant. Sur ce, je vous dis encore merci et à très bientôt. Terrien. Fin de l'enregistrement.